Amis des livres, bonjour. Bienvenue sur mon canal. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième aventure de Tintin, Tintin au Congo. Tintin au Congo est à nouveau un album de commande, de propagande, voulu par l'abbé Vallée, directeur du journal catholique belge, le XXe siècle. Cet album sera publié pendant un an, de juin 1930 à juin 1931, dans le supplément Le Petit XXe. Son but, créer des vocations, et des vocations notamment de missionnaires. Pourquoi? Parce que la Belgique, depuis 1908, possède en Afrique un territoire 80 fois plus grand qu'elle, le Congo. De ce territoire, elle tire des matières extrêmement précieuses qu'elle ne peut pas avoir en Europe, comme par exemple l'ivoire, les diamants, le caoutchouc, le cuivre, le cobalt, et surtout une main-d'œuvre corvéable à souhait. Le Congo n'obtiendra pas son indépendance avant le 3 juin 1960. Albert Londres publia en 1929, Albert Londres, dont vous pouvez voir la photo ici, publia en 1929, soit un an avant la publication de Tintin au Congo, une compilation d'articles qui s'intitulera Terre d'ébène, dont la couverture apparaît ici, livre toujours disponible aujourd'hui, et livre dans lequel il dénonce la population locale, les autochtones, la population noire, réduite à cette époque-là à l'état d'esclavage. Quant à l'Église catholique, elle y voit une opportunité parfaite pour pouvoir évangéliser, lutter contre le paganisme et contre la sorcellerie. Alors, Hergé va illustrer cet album et toute cette série d'aventures par rapport aux dires de l'époque, par rapport évidemment à la ligne éditoriale du XXe siècle, plutôt une ligne éditoriale, comme on l'a dit, conservatrice, voire même très conservatrice, et surtout en allant croquer dans la banlieue de Bruxelles, au Musée royal d'Afrique, musée dans lequel il va croquer la girafe, ici présente en couverture, et aussi l'homme à la peau de panthère qui terrorisa Tintin dans l'histoire et qui fit faire aux enfants du monde entier des cauchemars. Parallèlement aux aventures de Tintin au Congo, Hergé va créer, toujours pour le supplément Le Petit XXe, deux personnages en dehors de ses aventures, les fameux Quick et Fluke, gamins de Bruxelles, qui auront également énormément de succès auprès des jeunes lecteurs belges, et puis quelques années plus tard, auprès des jeunes lecteurs français pour le magazine Cœur Vaillant. Comme pour Tintin au pays des soviets, cet album, à nouveau, est complètement décousu. Au niveau du scénario, on a un scénario franchement très improbable, voire même inexistant, avec une série de gags peu crédibles, assez ridicules. Cet album a un côté rétro, mais on constate une évolution au niveau de la graphie, notamment au niveau du personnage de Tintin et Milou, qui nous apparaissent comme ils apparaîtront quasiment jusqu'à la fin des aventures avec Tintin et les Picaros en 1976. Il y a aussi une amélioration considérable au niveau du dialogue, qui cette fois est beaucoup plus travaillé. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que cet album a été refait à plusieurs reprises, la première fois en 1942. Hergé se limite cette fois à un album en 62 pages, donc il va totalement refondre cet album avec l'aide de Jacobson, et faire de cet album un album beaucoup plus court. Il faut savoir que la Belgique en 1942, comme la France d'ailleurs, manquait de papier. Donc c'est pour cela que Tintin, finalement, aujourd'hui, ne fait que 62 pages, parce qu'à l'époque, on manquait de papier en Belgique. Hergé, satisfait par ce format, va garder les 62 pages jusqu'à la fin. Cet album a été publié d'abord en noir et blanc, et il sera ensuite colorisé. Dans cet album, Tintin va pratiquer une véritable chasse aux animaux. Il va massacrer les animaux. On pourrait même dire qu'il s'agit, comme le dit le Nouveau Testament, d'un véritable holocauste. Holocauste qui ne signifiait pas encore à l'époque l'extermination d'un peuple, mais le sacrifice des animaux. Tintin va massacrer des éléphants, des gazelles. Il va faire exploser un rhinocéros à la dynamite. Il n'a aucune compassion pour les animaux et il n'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un véritable écologiste. La population noire, quant à elle, la population donc autochtone, est représentée comme totalement immature, feignante, ignorante, et qui s'exprime avec ce fameux accent, cette fameuse euh, syntaxe, il y en a bon blanc, donc un français complètement cassé, comme, comme pour le slogan d'Anania, hein,
qui aura énormément de succès pendant plusieurs années, le fameux Yabon Banania, cette publicité pour le cacao en poudre. Alors, on peut aussi prendre comme exemple Coco, le guide très éphémère de Tintin, qui, lui, incarne ce que Hergé pouvait et ce que les gens, de manière générale, en Europe, avaient de la population en Afrique, c'est-à-dire une population naïve. Coco lui-même est un personnage assez sympathique, mais franchement, parfois à la limite de l'innocence, d'une naïveté complètement confondante, et qui voit en Tintin un maître, une sorte de maître, un maître et un être suprême, parce qu'il est blanc, mais aussi parce qu'il est belge. Alors, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, un livre se lit et ne se raconte pas. Donc, par conséquent, je ne vous raconterai pas l'histoire de Tintin au Congo, ni les autres histoires que je vous présenterai prochainement. En revanche, on peut parler des différentes scènes assez mythiques ou qui interpellent dans cet album et qui mériteraient d'être mises en relief. Commençons par la scène mythique de la chasse à la gazelle. Tintin et Coco ont faim. Tintin s'arme d'un fusil et va abattre environ une douzaine de gazelles. Eh bien, cette scène, sachez qu'en réalité, Hergé ne l'aurait pas inventée. Selon Pierre Assouline, dans son livre Hergé, Hergé l'aurait en réalité lu dans un roman de l'académicien et écrivain français André Mauroy, écrivain totalement inconnu aujourd'hui. Autre scène mythique, celle de la locomotive qui déraille et que Tintin arrive finalement à réparer et à ramener à bon port. La scène du gramophone qui fait entrer en panique les autochtones. Le partage du canotier avec un clin d'œil à Maurice Chevalier, grand chanteur de l'époque, qui d'ailleurs fit une chanson sur le canotier. Et enfin la scène de l'école, mythique, avec le missionnaire, retravaillé au fur et à mesure que l'actualité changeait. Ainsi, la leçon de géographie initiale devint définitivement, à la fin, une leçon de mathématiques. Ce qu'il faut savoir aussi dans cet album, c'est que le véritable méchant, le seul assassin, est un blanc. Il est d'ailleurs châtié à la fin par la noyade. Et Tintin, pour la première fois, parle de Dieu. Il dira, lorsqu'il s'apercevra que le méchant est noyé, et définitivement au fond du lac, que Dieu est son âme. À la fin de Tintin au Congo, Tintin entre dans un avion et part directement par l'Amérique, sans passer par Bruxelles. Comme pour Tintin au pays des Soviets, où je vous rappelle, à la fin, Tintin est éjecté dans un train par le plus grand des hasards qui se rend à Bruxelles, on sent que Hergé est las de traîner son histoire et qu'il a envie de finir très vite. Et nous, en tant que lecteurs, c'est pareil. On a envie également que cette histoire se termine très vite. Parallèlement à cela, Tintin au Congo fut l'album, et est toujours l'album, enfin l'un des albums les plus vendus. Il s'en est vendu plus exactement entre la France et par exemple l'Afrique francophone, plus de 10 millions d'exemplaires. C'est un album qui plaît beaucoup aux enfants encore aujourd'hui. Casterman, l'éditeur, voulut arrêter la vente à partir des années 60, ce qu'il fit, puisque l'album repartit réellement qu'à partir du début des années 70. Et ce sont les propres Zaïrois, c'est-à-dire les Congolais d'aujourd'hui, qui vont pousser Casterman à la réimpression de Tintin en Congo, avec en plus, il faut le dire, une petite pression d'Hergé. Alors, que retenir de cet album Tintin au Congo? Eh bien, comme pour les soviets, il s'agit, je l'ai dit, d'un album de propagande et d'un album de commande. Absence de scénario, série de gags assez ridicules, mais Tintin nous apparaît vraiment cette fois et le dialogue est beaucoup mieux travaillé. En revanche, ce qu'on y voit, c'est une série de clichés, beaucoup de paternalisme et un album très orienté politiquement, mais qu'il faut cependant replacer dans le contexte de l'époque. N'oublions pas une chose, l'histoire nous apporte des éléments de réflexion à condition de ne pas vouloir transposer nos problématiques actuelles dans le passé. Je voudrais, pour finir cette vidéo de Tintin au Congo, vous lire une phrase extraite d'une revue zaïroise qui parut quelques années après l'indépendance du Congo et qui parle de Tintin au Congo. Si certaines images du peuple congolais données par Tintin au Congo font sourire les Blancs, elles font rire franchement les Congolais parce que les Congolais y trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme cela. Avant de vous quitter, j'aimerais vous recommander la lecture de quelques livres qui apparaîtront ici, juste au-dessus de l'album Tintin au Congo. Le premier, c'est celui de Paul Vendôme, qui consacra pour la première fois en 1959 un livre à Tintin. Ce livre est accompagné d'une excellente préface de Roger Nimier. Le deuxième livre, évidemment, c'est celui de Benoît Peeters, Hergé, fils de Tintin, qui est en réalité une biographie d'Hergé.
Pour accompagner cette lecture et pour compléter cette lecture, celle de Benoît Peeters, évidemment, l'excellente biographie d'Hergé de Pierre Assouline. Et enfin, pour lire avant de dormir, ce livre qui est devenu, à titre personnel, mon véritable livre de chevet, enfin l'un de mes livres de chevet, le Dictionnaire amoureux de Tintin, absolument délicieux, écrit par Albert Algoud et publié aux éditions Plomb. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, eh bien n'hésitez pas aussi à mettre un pouce plutôt vers le bas. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon canal. Prochaine vidéo, on va changer complètement de registre. On va délaisser un petit peu Tintin, on y reviendra prochainement, pour aller vers le livre de Pierre Grille-Paris, Les Contes de la rue Broca. À très bientôt.